Le chapitre 8 Une vision différente de Jésus. Je ne pouvais oublier le spectacle qu'avait donné le Dalang ni les paroles de la belle étudiante d'anglais. Cette soirée que j'avais passée à Bandung me fit énormément réfléchir et me rendit beaucoup plus sensible au sort de ces gens. Bien sûr, avant cette expérience, j'étais loin d'ignorer les implications de notre action en Indonésie et mes réactions avaient toujours été dominées par les émotions, mais j'avais pu jusque-là faire appel à la raison pour les calmer en me guidant sur l'histoire et sur les impératifs biologiques. Je justifiais notre implication en me disant qu'elle faisait partie de la condition humaine et que, au fond, Einar, Charlie et tous les autres ne faisaient que ce que les hommes avaient toujours fait, c'est-à-dire prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Ma discussion avec ces jeunes Indonésiens me força cependant à voir la situation sous un autre angle. Grâce à eux, j'ai compris qu'une approche égoïste en politique étrangère ne sert ni ne protège les futures générations de quelque pays que ce soit. C'est de la myopie, tout comme les rapports annuels des compagnies et les stratégies électorales des politiciens qui formulent cette politique étrangère. Il se trouva que les données dont j'avais besoin pour mes pronostics économiques nécessitaient de fréquentes visites à Jakarta. Je profitais de ces moments de solitude là-bas pour réfléchir à toutes ces questions et les traiter dans mon journal. J'errais dans les rues de la ville, faisant l'aumône aux mendiants et tentant d'engager la conversation avec des lépreux, des prostituées, des voyous. Entre-temps, je réfléchis à la nature de l'aide internationale, ainsi qu'au rôle légitime que les pays développés, PID, dans le jargon de la Banque mondiale, pourrait jouer dans le soulagement de la pauvreté et de la misère des pays moins développés, PMD. Je commençais par me demander quand l'aide internationale était authentique et quand elle était intéressée, c'est-à-dire motivée par la cupidité. Cette aide était-elle vraiment altruiste? Et si elle ne l'était pas, pouvait-on y changer quelque chose? Autant j'étais certain que les pays comme le mien devaient poser des gestes décisifs pour aider les malades et les affamés de ce monde, autant j'étais certain également que ce n'était pas souvent, sinon jamais, la principale raison de notre intervention. Je revenais toujours à cette question fondamentale. Si l'aide étrangère a pour but l'impérialisme, est-ce vraiment un mal? J'enviais souvent les gens comme Charlie, qui croyaient tellement en notre système qu'ils voulaient l'imposer par la force au monde entier. Je doutais fort que les ressources limitées du globe permettraient au monde entier de vivre dans la même opulence que les États-Unis, alors même que des millions de citoyens américains vivaient dans la pauvreté. De plus, il n'était pas tout à fait évident pour moi que les autres nations veuillent vivre comme nous. Nos propres statistiques sur la violence, la dépression, l'abus des drogues, le divorce et le crime démontraient que notre société était l'une des moins heureuses, même si elle était aussi l'une des plus riches de l'histoire. Pourquoi les autres devraient-ils nous imiter? Claudine m'avait peut-être prévenu de tout cela. Je ne savais plus trop ce qu'elle avait essayé de me dire. Quoi qu'il en soit, tout argument intellectuel mis à part, il m'était devenu douloureusement évident que j'avais perdu à jamais mon innocence. J'écrivis ceci dans mon journal. Y a-t-il un seul Américain qui soit innocent? Bien que ce soit ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide qui gagnent le plus, nous sommes des millions à dépendre, directement ou indirectement, pour vivre, de l'exploitation des PMD. Les ressources et la main-d'œuvre bon marché qui alimentent presque toutes nos industries proviennent de pays comme l'Indonésie, et très peu de ce qu'elles produisent y retourne. Les prêts de l'aide étrangère assurent que les enfants d'aujourd'hui et leurs petits-enfants seront tenus en otage. Ceux-ci devront permettre à nos compagnies de piller leurs ressources naturelles et ils devront se passer d'éducation, de soins de santé et d'autres services sociaux simplement pour nous rembourser. Le fait que nos propres compagnies aient déjà reçu la plus grande partie de cet argent pour construire des centrales électriques, des aéroports et des zones industrielles n'est pas un facteur inclus dans la formule. Est-ce de l'innocence que de ne pas être conscient de cette situation? Les Américains ne sont pas informés et ils sont même victimes d'une désinformation délibérée, mais sont-ils innocents pour autant? Bien que l'idée d'une guerre sainte mondiale me troublât, plus j'y pensais et plus elle me paraissait possible. Il me semblait toutefois que, si jamais ce djihad se produisait, ce ne serait pas tellement entre les musulmans et les chrétiens qu'entre les PID, pays développés, et les PMD,
pays moins développés, avec peut-être les musulmans en premier rang. Nous, des PD, étions les utilisateurs des ressources, alors que les PMD en étaient les fournisseurs. C'était encore là le bon vieux système mercantile colonial, conçu de façon à permettre facilement aux pays qui possèdent tout le pouvoir, mais des ressources naturelles limitées, d'exploiter ceux qui possèdent beaucoup de ressources, mais n'ont aucun pouvoir. Je n'avais pas d'exemplaire des livres de Toynbee sous la main, mais je connaissais suffisamment l'histoire pour comprendre que les fournisseurs, qui se font exploiter assez longtemps, finissent par se rebeller. Je n'avais qu'à prendre l'exemple de Tom Paine et de la Révolution américaine. L'Angleterre justifiait ses taxes en alléguant qu'elle fournissait aux colonies une protection militaire contre les Français et les Américains, mais les colons avaient un tout autre point de vue. Ce que Paine offrit à ses compatriotes dans son brillant pamphlet intitulé Le sens commun, c'était justement cette âme à laquelle avaient fait allusion mes jeunes amis indonésiens. Une idée, une foi en la justice d'une puissance supérieure, et une religion de liberté et d'égalité qui était diamétralement opposée à la monarchie britannique et à son système de classe élitiste. Ce qu'offraient les musulmans était similaire, la foi en une puissance supérieure et la croissance que les pays développés n'avaient pas le droit de subjuguer et d'exploiter le reste du monde. Comme les volontaires de la guerre de l'indépendance américaine, les musulmans étaient prêts à combattre pour leurs droits et comme les Anglais de ces années 1770, nous qualifions leur acte de terroristes. L'histoire semblait se répéter. Je me demandais ce que serait le monde si les États-Unis et leurs alliés utilisaient tout l'argent englouti dans les guerres coloniales, comme celle du Vietnam, pour éradiquer la faim ou rendre disponible à tous, y compris à leur propre peuple, une éducation et des soins de santé élémentaires. Je me demandais comment les générations futures en seraient affectées si nous soulagions les causes de la misère et protégions les cours d'eau, les forêts, les autres lieux naturels qui nous assurent de l'eau et de l'air non pollués, ainsi que tout ce qui nourrit autant notre esprit que notre corps. Je ne pouvais pas croire que les pères fondateurs n'avaient envisagé le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur que pour les Américains. Pourquoi donc établissions-nous maintenant des stratégies promouvant les valeurs impérialistes qu'ils avaient combattues ? Lors de ma dernière nuit en Indonésie, je me suis fait réveiller par un rêve. Je m'assis aussitôt dans mon lit et j'allumai la lampe. J'avais l'étrange impression de ne pas être seul dans ma chambre. Je regardais le mobilier, les tapisseries de batik, les silhouettes encadrées suspendues au mur, et je me souvins soudain de mon rêve. J'avais vu le Christ à quelques pas de moi. Il ressemblait au Jésus avec qui, chaque soir de mon enfance, je partageais mes réflexions après avoir fait mes prières habituelles. La seule différence, c'est que le Jésus de mon enfance avait les cheveux blonds et la peau blanche, tandis que celui-ci avait des cheveux noirs frisés et le teint foncé. Il se baissa et souleva quelque chose qu'il mit sur ses épaules. Au lieu de la croix à laquelle je m'attendais, je vis un essieu de voiture avec la jante de roue dépassant au-dessus de sa tête comme un halo métallique. De la graisse coulait comme du sang sur son front. Il se redressa, me fixa dans les yeux et me dit « Si je devais revenir maintenant, tu me verrais différemment. » Je lui demandai pourquoi, et il me répondit ceci « Parce que le monde a changé. » Il faisait presque jour. Comme il était trop tard pour que je me rendorme, je m'habillai, pris l'ascenseur jusqu'au hall et allai me promener dans les jardins entourant la piscine. La lune brillait sur les orchidées dont le doux parfum remplissait l'atmosphère. Je m'assis dans un fauteuil et je me demandais ce que je faisais là. Pourquoi les hasards de la vie m'avaient-ils mené jusqu'en Indonésie ? Je savais que mon existence n'était plus la même, mais je ne me doutais pas à quel point. En route vers les États-Unis, je revis Anne à Paris pour tenter une réconciliation. Même pendant ce séjour dans la capitale française, nous avons continué à nous quereller. Bien que nous y ayons vécu aussi plusieurs moments heureux, nous convînmes tous deux que nous nous étions trop disputés jusque-là pour pouvoir continuer ensemble. De plus, il y a avant tant de choses que je ne pouvais lui dire. Je ne pouvais en parler qu'avec Claudine, à qui je pensais d'ailleurs constamment. Après notre atterrissage à l'aéroport Logan de Boston, nous prîmes chacun un taxi pour retrouver nos appartements respectifs de Back Bay.